Voilà, ben, bonjour à toutes et tous, bienvenue à tout le monde. On espère que vous vous portez bien et qu'après donc le succès de notre webinaire du 13 mai dernier, on a décidé de renouveler l'expérience avec un sujet d'actualité qui concerne donc tous les acteurs donc, du monde scolaire. Le thème, ça va être donc des cours de récréation où il fait bon vivre, même en temps de pandémie. Voilà, donc nous sommes très heureux de compter sur votre présence qui est encore comme la dernière fois en nombre. Et on va d'abord commencer par accueillir notre intervenant pour ce webinaire, donc Bruno Mbeek. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, qui est actif à la fois sur le terrain en tant que psychopédagogue et en tant que directeur de recherche au sein du service des sciences de la famille de l'Université de Mons. Alors, pour ma part, donc, Xavier Corman, je suis ancien enseignant en éducation physique, formateur aussi dans la formation continuée d'enseignants et depuis plus de 2 ans, en lien justement avec les travaux de Bruno Mbeek, je suis sales manager chez IDEMA Sport pour l'aménagement de la cour de récréation, principalement Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, vous avez donc, lors de ce webinaire, quelques fonctions qui vous permettent donc d'intervenir. Il y a l'aspect chat, et ça, je vous propose de l'utiliser pour voir si vous êtes bien présent, d'écrire des petits messages, voir si vous nous entendez bien, si tout est en ordre. Donc là, c'est à vous, vous pouvez vous lancer. On voit Julie, beaucoup de monde qui se lance. Bonjour, bonjour. Tant qu'on est dans les fonctionnalités, on a les questions. Alors, on va vous demander de vraiment utiliser cet aspect questions qui nous permettront de les mettre en avant et aussi à notre équipe qui est derrière de pouvoir y répondre soit de manière écrite ou de les mettre en avant, de poser les questions directement à Bruno Beek si nécessaire. Donc, l'onglet questions pour les questions. Un onglet suivant, c'est les sondages. À quelques moments, on va vous poser quelques questions. Vous aurez le droit à la parole et on pourra voir un peu les taux de pourcentage. Voilà un petit peu au niveau des fonctionnalités. Si vous perdez l'huile, perdez votre connexion, il y aura un replay qui sera disponible après quelques minutes. Donc, ne vous cassez pas. On aura l'occasion de le revoir. Ça va? Alors, on voit que tout le monde a l'air de se saluer. Peut-être que certains vont se retrouver entre collègues. Voilà, pas de souci de son, tout le monde nous entend bien. C'est parfait. Alors, premier élément, premier petit sondage où on va vous lancer, c'est est-ce qu'on peut démarrer la présentation? Donc, vous pouvez donc répondre. On va avoir un peu de réponses. Oui, non, c'est que vous ne nous entendez pas bien. On ne va pas attendre les réponses de tout le monde, mais on voit que ça a l'air de répondre et que ça a l'air de bien fonctionner. Très bien. Ouais, parfait. N'hésitez pas à répondre, comme ça on voit bien que vous avez bien compris le fonctionnement qui sera utilisé tout au long de ce webinaire avec Bruno sur les cours de récréation où il fait beau. Parfait. Je vois que vous avez compris le fonctionnement. Voilà, et je vois qu'au niveau du chat, vous avez bien compris le principe. Et donc, n'oubliez pas l'onglet questions. Alors, finalement, comment va se dérouler donc notre webinaire? Premier élément, c'est quelles évolutions dans le contexte actuel, l'interdépendance donc des trois notions, on va y venir, la régulation, la stimulation, l'apaisement, la cour de récréation modulable, les pistes donc d'idées pour vous en tant qu'éducateur, enseignant et les directions, et je laisserai la parole à Bruno Beck sur une carte blanche sur la rentrée scolaire. Vous avez peut-être entendu parler dernièrement sur différents médias et autres, sur finalement cette rentrée un peu particulière, mais qui s'annonce différente, mais pourquoi pas en profiter de cette différence pour amener d'autres éléments. Alors, on va reprendre des éléments, et je vous rappelle peut-être de cette photo qui a fait le tour des réseaux sociaux courant donc du mois de mai. Je reprends et je cite Bruno Beck, justement, il y a des images qui extraites de leur contexte pour violence. Celle-ci qu'on voit, où on voit donc justement des enfants parqués au milieu donc d'une cour de récréation dans dans une cour de récréation rigoureusement quadrillée. On a l'impression qu'on est un peu dans un Guantanamo camp de prisonniers, alors que c'est pas du tout ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Bruno Beck, sur Alors, c'est des images qui font violente. C'est pas des images qui sont violentes. Hein. Il faut vraiment faire la part des choses. Ça veut dire qu'on a affaire en fait à des enseignants qui essaient de montrer ce que sont les distances. C'est un exercice que faisaient ces enfants. La cour de récréation d'ailleurs n'est pas là, elle est derrière. Mais quand on a montré ces images-là, on a montré les images, et il y en a beaucoup d'autres qui ont circulé, des images de désolation. Le principe, et le fait d'utiliser par exemple Guantanamo, c'est aussi un endroit désolé, désolant, qui n'est pas fait
pour qu'on ait envie d'y aller. C'est ça le principe, effectivement, hein. On est obligé d'y rester. Or, l'école ne doit pas être un endroit où on est obligé de rester, ça doit être un endroit où on a envie d'aller. Et notamment sa cour de récréation, qui est la vitrine de l'école pour les parents, mais aussi pour les enfants. C'est aussi l'endroit dans lequel on va leur donner l'envie d'être à l'école. Donc, c'est vraiment important qu'on sorte de ce schéma de désolation, qu'on sorte de l'idée, effectivement, que parce qu'on doit être prudent sur le plan sanitaire, eh bien, on ne peut pas être audacieux sur le plan pédagogique. C'est vraiment l'inverse qui doit se produire. Si on a une prudence sanitaire qui se couple à une prudence pédagogique, alors on a de la désolation. Par contre, l'audace pédagogique, c'est celle qui doit être effectivement, à un moment donné, pensée, mais aussi aménagée, parce que c'est un petit peu ça le principe du webinaire, c'est montrer comment on peut aussi soutenir par du matériel, parce qu'il ne suffit pas simplement de bricoler, je vais dire, les cours de récréation. La seule certitude qu'on a pour cette rentrée, c'est de l'incertitude. Ça veut dire, on sait qu'on ne sait pas comment ça va se passer, personne ne le sait, quel que soit le statut d'expert qu'on peut prendre, personne ne peut anticiper. Je pense que la Fédération Wallonie-Bruxelles l'a vraiment fait dans ce contexte-là, en disant, on ouvre relativement normalement avec le code jaune, hein. C'est déjà pas normal puisqu'on est déjà dans un drapeau jaune, donc on dit c'est relativement normal. Et puis après, on va voir venir, il faut surtout éviter qu'on soit dans le bricolage et qu'on donne l'impression qu'on n'a pas anticipé les différents scénarios possibles. On sait qu'ils sont possibles, on doit donc les avoir anticipés sans produire ce schéma de désolation qui est celui d'enseignants qui sont absolument pas maltraitants. Et je tiens à le dire parce que cette école a été vraiment montrée du doigt alors qu'il s'agit d'une école qui essayait simplement de bien faire, et dans la totalité des cas, avec des enseignants qui ont respecté de manière trop stricte, qui ont été sans doute trop bons élèves, des consignes qui étaient données non pas par même des politiques, mais qui étaient données quasiment par des virologues, donc des personnes qui vont parler, par exemple, de gestes barrières. L'image le montre très bien. Vous avez 2 enfants qui sont sur des petites bulles, et c'est une distance physique, mais ça ressemble là à une distance sociale, parce que la communication n'a pas du tout l'air naturel entre les deux, et qu'on a le sentiment, effectivement, qu'on est dans des gestes barrières, alors que pour les enfants comme pour les adolescents, on doit parler de gestes protecteurs. Et donc, on est dans un schéma qui doit mettre ça en image, mettre ça en scène, mais en refusant toute idée de désolation. Et alors, il faut savoir aussi que cette situation, je remets la slide précédente, c'est finalement une adaptation d'une activité en éducation physique qui est le jeu des îles. Donc, pour connaître finalement la personne qui l'a mis en place donc dans un groupe d'enseignants sur Facebook, il cherchait juste à essayer de divertir les élèves aussi en respectant bien les gestes barrières, finalement les informations officielles du ministère. Et selon lui, il le dit même, l'avis de l'enseignant, les élèves se sont bien amusés. Donc, au final, il a détourné une situation compliquée en quelque chose qui a amusé les enfants, qui est sorti finalement du contexte. Alors, est-ce que ça n'empêche quand même pas de se questionner, Bruno Beck, sur la régulation de la cour de récréation dans ce cas-ci? Alors, la régulation, je dois dire que sur ce plan-là, on avait anticipé ce qu'on a vu. Le virus a fait accélérer finalement ce qu'on avait déjà prévu et ce que vous aviez d'ailleurs avec Demasport aussi prévu, c'est-à-dire travailler sur la régulation, pas seulement d'ailleurs de la cour de récréation, mais de tous les territoires. Parce qu'on le sait, rendre des déplacements confortables, c'est aussi les réguler, hein, c'est-à-dire soit à l'intérieur de l'école, soit sur la cour de récréation, avoir des regroupements ou des déplacements qui sont suffisamment régulés pour que chacun se sente en sécurité sur le territoire. C'est le travail qu'on faisait déjà depuis plusieurs années. De nouveau, la pandémie n'a pas créé une révolution, elle a juste accéléré une évolution. Et le marquage sur le sol qu'on mettait en place, ce qui est vraiment important de considérer, c'est que ça doit être du durable. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est pas de dire, mon Dieu, on va faire un marquage qui va fonctionner si on est dans le scénario jaune. Si on est dans le scénario rouge, il faudra en faire un autre, et puis un troisième. Et ça, je l'ai vu malheureusement trop souvent avec des cours dans lesquels on quadrillait, par exemple, des espaces tout à fait bien régulés, au nom, par exemple, de la mise en scène des bulles d'élèves. Il est possible qu'on revienne à un moment donné à des systèmes de bulles. Les systèmes de bulles n'imposent pas de démonter tout ce qui a été fait. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment important de se dire la régulation des déplacements et la régulation des regroupements, c'est quelque chose qui est durable, permanent et qui assure du confort à tout le monde. On voit beaucoup moins d'accidents, donc du confort et de la sécurité.
En parlant de durable, là, ici une petite vidéo qui illustre une cour non régulée qui, ici en 30 secondes à sa time-lapse, va permettre de la réguler selon le principe donc, de zones colorées, comme on va le voir par la suite, avec également des stimulations, des zones d'apaisement, on va y revenir par la suite. Alors, avant de passer à la suite, vous voyez donc la cour dans son aspect final. On va donc vous demander de nouveau d'intervenir, de voir si vous êtes attentif à ce webinaire. Donc ici, la rentrée scolaire, elle pointe le bout de son nez. Je pense que vous êtes tous bien au courant. Et alors, avez-vous déjà pris le temps de repenser l'aménagement de votre cours de récré pour combiner convivialité et sécurité? Je vous mets un petit sondage auquel vous pouvez répondre avec différentes réponses, même des choix multiples. Oui, non, plus ou moins, j'ai besoin d'idées. Une concertation avec l'équipe pédagogique est en cours. Voilà, je vous invite à y répondre pour y voir un peu plus clair et permettre-nous de continuer la suite du webinaire. S'il y a des questions, n'hésitez pas, l'onglet questions est présent. On voit que vous êtes tous pour le moment assidus. Il n'y a pas beaucoup de questions, donc c'est très bien. On espère qu'on est clair, qu'on nous entend toujours bien. On voit au niveau des réponses que oui, non, plus ou moins, j'ai besoin d'idées. Une concertation avec l'équipe pédagogique est en cours ou est prévue prochainement. Donc là, c'est parfait. Alors, on continue à avancer sur, finalement, on a parlé beaucoup de la régulation, on a parlé de l'improvisation constante suite aux mesures qui ont changé, qui changeaient dimanche soir et autres. Et je pense s'il y a des directeurs d'école, ils vont pas nous contredire que ça a été difficile à mettre en place, mais qu'ils ont, ça, en tout cas, on peut les féliciter pour la mise en place et d'avoir réagi très rapidement. On a voulu peut-être trop réguler, vous venez de le dire. Est-ce que finalement, il n'y a pas une interdépendance des trois notions? Vous pouvez... Alors, je pense que ce slide-là, pour moi, c'est le slide essentiel. C'est-à-dire que beaucoup d'écoles ont, par exemple, zoné les cours de récréation. C'est-à-dire qu'ils ont eu tendance soit à zoner, c'est-à-dire que c'est une façon de stimuler de manière organisée, soit uniquement réguler. Or, c'est une interdépendance des trois notions. Le principe, c'est qu'on régule pour pouvoir stimuler. Si vous régulez sans stimuler, c'est pour ça que le matériel pédagogique est essentiel sur les cours de récréation. La réflexion, et j'entends les personnes qui sont à la pêche aux idées, c'est effectivement ça la pédagogie. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme idée pour que ça se passe bien, pour que le matériel soit adapté à ce qu'on souhaite, pour que la régulation, qui en soi n'est qu'une manière de rendre la pédagogie possible, quand vous gérez les déplacements sur une cour de récréation ou dans votre école, vous ne faites pas encore de la pédagogie, vous la rendez possible. La stimulation, ça c'est de la pédagogie. Mettre en place des activités dans lesquelles, et c'est l'interdépendance avec la troisième notion, l'apaisement, dans laquelle chacun se sent à sa place. J'ai déjà beaucoup expliqué lors de webinaires précédents, j'en avais parlé aussi, par exemple, que les filles et les garçons aient une place équivalente. Ça ne veut pas dire égal, équivalent, ça veut dire que chacun se sent bien là où il est. Et les filles, effectivement, ont un territoire qu'ils vont s'approprier plus facilement que si on laisse la cour aux petits garçons qui jouent au foot. Je sais qu'il y a des petites filles qui jouent au foot, mais de manière générale, prenez une petite fille de 4 ans, je l'explique très souvent, demandez-lui de traverser une cour non régulée et non stimulée adéquatement. Vous allez voir qu'elle va faire le tour de la cour parce qu'elle craint de passer dans un territoire qui est celui des petits footballeurs. Et même chose, c'est une petite fille de 10 ans, vous lui faites dessiner une cour de récréation, elle va d'emblée donner 80% du terrain à 20% des élèves, c'est-à-dire qu'elle va dessiner un grand terrain de football. Des endroits où chacun est à sa place, où on a effectivement le sentiment qu'on ne doit pas hurler, crier, faire beaucoup de mouvements pour gagner son territoire, eh bien, c'est ce qui est favorisé par l'interdépendance des trois notions. Donc, si vous régulez votre cours, pensez tout de suite, et c'est beaucoup plus intéressant sur le plan pédagogique, à qu'est-ce qu'on va faire pour stimuler l'endroit où on ne peut pas courir et pas prendre de ballon, comment on le stimule. Comment on stimule par des activités, parce que la lecture, par exemple, est une activité. Un enfant qui lit, c'est pas un enfant qui fait rien. C'est un enfant qui ne bouge pas dans tous les sens, mais il est terriblement actif. Et donc, la zone, par exemple, où on ne peut pas courir et pas de ballon, est une zone dans laquelle on doit réfléchir aux formes de stimulation qu'on veut mettre à disposition des enfants. Et tout ça doit être fait avec un souci d'apaisement. C'est pour ça, d'ailleurs, que ceux qui mettent le projet régulation, apaisement et stimulation des cours de récréation savent aussi que ça fait partie d'un dispositif complet qui permet de gérer les phénomènes de harcèlement par les espaces de parole régulés, etc. Donc, c'est tout un dispositif. Mais il faut toujours le penser de cette manière-là. Si vous ne faites que réguler votre cours, et c'est malheureusement ce que j'ai parfois vu dans cette période pandémique,
eh bien, les résultats sont absolument désolants. Évidemment, en termes de sécurité, ça fonctionne, et en termes sanitaires, vous respectez les consignes, mais si votre cours n'est pas stimulé et si elle n'est pas apaisée, vous donnez un très mauvais signal aux élèves et à leurs parents, parce qu'il faut bien savoir que la cour de récréation, c'est la vitrine qui montre le style pédagogique de votre école. Et c'est vraiment important d'ailleurs dans le choix que vous faites de la manière de stimuler, de mettre en scène l'école telle que vous souhaitez activer les pédagogies à l'intérieur. C'est comme ça qu'elles sont le plus intelligibles possible. Et on a vu énormément, alors j'entends des réflexions dans les écoles, c'est très bien. Réfléchissez en termes de stimulation, en termes de régulation. On va vous donner les moyens de le faire, mais c'est quelque chose qui est relativement simple à mettre en place. Ce qui doit montrer ce qu'est votre école, c'est la qualité de la stimulation et le type de stimulation que vous allez favoriser sur une cour de récréation. Alors, on en a parlé, donc c'était l'aspect donc la cour de récréation modulable. Donc, on a parlé beaucoup de cours de récréation et des trois notions. Pourquoi modulable? Donc, l'idée, c'est d'arriver ici avec des pistes d'idées pour éducateurs, enseignants et direction. Je vois une question, enfin, en tout cas dans le chat ici, de Madame Michaud qui espère qu'on ne va pas uniquement parler uniquement d'insécurité, de peur et autres. Et non, pas du tout. On va justement essayer d'amener des pistes de solutions qui devront être réfléchis en équipe éducative et en fonction de ce que vous voulez mettre en avant. Et donc ici, la première, c'est des pistes d'idées sur la cour de récréation modulable. Et on voyait ce petit dessin qu'on avait repris du webinaire du mois de mai où on lançait un ballon, il fallait désinfecter. C'est pas du tout ça. On va voir ici avec des pistes d'idées pour justement aller. Et donc, une des premières, Bruno Beck peut peut-être en parler, c'est finalement une reprise des drapeaux métiers dont vous parliez dans vos autres ouvrages, des drapeaux de couleur pour faire quoi finalement? Alors, pour bien expliquer, et ce que signale Madame Michaud, c'est-à-dire ce que j'entends trop, une école anxiogène où on parle uniquement, l'école, c'est pas un endroit qui doit uniquement avoir une fonction sanitaire. Le but du jeu, c'est effectivement de communiquer le type de vigilance, et la vigilance, c'est pas de l'hypervigilance, c'est juste, on va être attentif à des règles sanitaires qui sont compatibles avec le niveau dans lequel se trouve notre pays, notre région ou localement, parce qu'il est possible aussi, je le disais en introduction, la seule certitude, c'est l'incertitude. Il est possible qu'une école, à un moment donné, doive passer à un risque modéré, par exemple devenir orange. On ne doit pas avoir un sentiment de catastrophisme dans ces cas-là. On dit catastrophe, maintenant, tout le monde aux abris. Hein, si on passe en zone rouge, catastrophe, il faut fermer l'école. Les écoles vont rester ce qu'elles sont, des endroits qui doivent rester attractifs, dans lesquels les enfants sont en sécurité et dans lesquels, et je reprends ce que dit Madame Michaud, la peur ne guide pas l'ensemble de la pédagogie. Quand vous avez peur, quand vous êtes angoissé, quand vous êtes anxieux, la première réaction d'un individu, c'est d'être tétanisé. Or, il faut absolument éviter ça. Donc, mais il faut une communication claire. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir dire, le signaler, on est dans un risque plus élevé. On a pris les moyens, et c'est ce dont on va parler, comment est-ce qu'on peut l'anticiper, voilà comment ça va se produire, parce qu'on a des dispositions sanitaires qui sont compatibles avec ce qu'on met en place dans la cour de récréation. C'est pour ça qu'on parle de cours amovibles, c'est-à-dire qu'on ne va pas... par exemple, je prends un exemple tout bête, hein, condamner des espaces, condamner des chaises en mettant des barrières à nadar ou du velcro dessus, ben ça c'est un mauvais signal. Ça veut dire on amoindrit les possibilités de l'élève. Décider, par exemple, on en parlera aussi tout à l'heure, plus de foot, c'est terminé parce que le petit dessin qui a été montré avec ce ballon qu'on devait désinfecter, absolument pas. Il s'agit simplement peut-être de donner une autre forme. On en parlera plus tard aux activités sportives, mais on maintient ça dans les cours de récréation. Donc, on ne se laisse pas guider par la peur, mais on peut émettre un message qui explique que si on est en risque élevé, eh bien, on a une prudence accrue. En fait, le principe même de ces différents codes couleurs, c'est de jouer avec le niveau de prudence de chacun. Si le risque devient élevé, vous devez avoir davantage de prudence que si vous êtes face à un risque faible. Et il faut le communiquer, parce que sinon, vous allez créer de l'angoisse, si on ne sait pas. C'est pour ça qu'un code couleur, c'est un code qui s'affiche. Et ce sera important de l'afficher. Faire taire les multiples rumeurs, hein, vous savez, moi on le voit beaucoup d'ailleurs, hein, attention, on a fermé une école, il y a une contamination au Covid. Non, il y a eu effectivement peut-être quelques situations qui font qu'on doit respecter plus un système de bulles qui est mis en place de manière
je vais dire, sereine au sein de l'école. Le mot d'ordre, c'est justement l'inverse de la peur et de l'insécurité. Le mot d'ordre, c'est la sérénité. On passe en code rouge, ça ne veut pas dire tous aux abris, catastrophe, le virus a gagné. Ça veut dire prudence accrue et nous avons les moyens de manifester cette prudence. Ça, c'est ce dont on va parler maintenant. Et donc finalement, ce drapeau de couleur, et j'aimais bien la comparaison avec les maîtres nageurs, hein, qui finalement, la décision ne vient pas d'eux. Hein, quand on est sur une plage, est-ce qu'on peut se baigner, pas se baigner, tout le monde prévient les trouver, est-ce que je vais y aller ou pas. Donc de nouveau, je pense qu'avec les élèves, c'est la même chose. Finalement, ils appliquent une directive qui ne dépend pas d'eux. Donc c'est ça qui… Et qui ne dépend même pas du politique. Je pense qu'il faut éviter ce qu'on a entendu beaucoup en fin d'année passée. Nous sommes les marionnettes du politique qui décide une chose puis son contraire, etc. Les opinions sont nécessairement mobiles pour le moment parce que celui qui décide, c'est pas un ministre, c'est un virus. C'est un virus qui est difficile à contrôler. Ça, c'est la seule certitude. Les experts sont pas toujours d'accord entre eux. Ils sont juste d'accord sur une chose, c'est que c'est pas simple de le contrôler et qu'il faut donc accepter un principe d'incertitude. Ce qu'il faut éviter, et je reviens sur l'idée de peur, c'est que cette incertitude ne génère pas de la peur. La peur, c'est de la prudence, ça va générer de la prudence. Que ça génère de l'angoisse, c'est-à-dire une peur diffuse qui empêche d'agir. Ça, ce serait vraiment calamiteux. Et c'est pour ça que sortir un drapeau, comme on le fait sur une plage, c'est aussi dire ça dépend pas de moi. C'est une décision qui est prise ailleurs en fonction de quelque chose sur lequel on n'a pas d'action directe. Et on lève le drapeau, mais de nouveau, ça ne veut pas dire tous aux abris, ça veut dire voilà les directives qui vont être mises en place quand on aura hissé ce drapeau-là. Et je pense que les parents, comme les enfants, comme les enseignants, doivent toujours savoir dans quel code couleur ils sont. Il faut savoir que ce qui a été pris comme décision pour le moment, c'est-à-dire de généraliser le code jaune, eh bien, c'est une mesure, je vais dire, qui permet simplement après de, non pas rétro-pédaler, mais d'adapter localement ce qui pourrait se passer, parce que, de nouveau, on ne sait pas comment les choses peuvent se passer. Regardez ce qui se passe pour le moment en France. En France, au niveau de Paris, par exemple, ils sont passés en zone rouge. Eh bien, ça ne veut pas dire que Paris est devenue une ville pestiférée. Les écoles vont rester aussi ouvertes à Paris. Et j'espère qu'elles n'auront pas un visage plus désolant qu'à Marseille, qui est resté en zone jaune. Donc, le principe, c'est simplement d'adapter le niveau de prudence sanitaire en fonction du code couleur, et que ce code couleur, de l'affirmer comme quelque chose qui nous contraint à prendre ces dispositions, mais que nous n'avons pas décidé nous-mêmes, un peu comme le maître nageur, effectivement, n'a pas décidé lui-même de la météo sur sa plage. Tout à fait. Au final, l'idée, c'est quand même aussi de rappeler, on en parlait déjà au mois de mai, c'est que la cour de récréation, ça reste un milieu de vie pour les jeunes. Et là, je vais citer une étude du gouvernement du Québec de 2017. Un élève passe environ le quart de sa journée à la cour d'école. Il peut s'y retrouver jusqu'à 5 fois y passer en moyenne 110 minutes par jour. Et je voyais pour aujourd'hui les directives pour l'éducation physique, c'était aller le plus possible dehors, activité de plein air. Donc, c'est-à-dire que les cours de récréation vont être utilisés pour tous les temps libres, mais également pour des activités sportives. Et donc, cet aspect modulable, justement, est très, très intéressant. C'est finalement les pistes qu'on veut mettre en place. Et si on rappelle un peu quelques notions qu'on peut voir aussi dans des cours de récréation régulés, stimulés et apaisés, on voit ici, je peux courir avec un ballon, zone de jeu collectif, courir sans ballon, structure de jeu, arrêt spectacle, zone de jeu individuel, petit groupe, et de la zone verte, zone de repos, jardinage, marche, jeu de sable, classe extérieure. Et il est vrai qu'en fonction des codes couleurs, certains éléments ne pourront pas ou devront être adaptés. Et ça, je pense qu'on va donner quelques pistes encore derrière, mais que chaque équipe éducative va adapter en fonction de son contexte. Mais que la différence entre le code jaune et vert est très petite et que finalement, quelques petites adaptations, on va le voir après dans le jeu derrière, vont peut-être permettre d'amener cette modification. Et donc, peut-être la première, on peut en parler, c'est les bulles ludiques. Hein. Je vous laisse Bruno Beck intervenir sur ce point. Alors, je pense que le slide précédent est un slide vraiment pour moi aussi très important parce que effectivement, en voyageant beaucoup dans les écoles, la zone je peux courir avec le ballon, c'est la zone football. Mais non, c'est tous les jeux collectifs, c'est pas que le football. Et effectivement, on peut lancer d'autres sports. Un aspect sur je peux courir sans ballon, la zone des arts et spectacles. On vient de l'entendre
l'ouverture de l'école à la culture observée. Alors, c'est pas un rétro-pédalage de la part de la ministre, et je tiens vraiment à le dire, parce qu'on pourrait avoir cette impression-là. Elle avait fermé en disant on va pas dans les salles de spectacle, et puis maintenant, elle prend une option différente. C'est le principe d'une opinion. Se rendre compte effectivement que enfermer l'école, et c'est ce qui vient d'être dit aussi, la cour de récréation est en soi un espace modulable qu'on doit pouvoir utiliser. Une petite phrase qui est vraiment difficile à concevoir si on la prend trop fermement, c'est-à-dire la place de l'élève, c'est en classe avec l'enseignant. Il faut s'entendre sur ce qu'est une classe. La classe, c'est pas une pièce, c'est pas un local. La classe, c'est un groupe d'élèves qui entourent un enseignant. Si vous allez avec vos élèves au théâtre, c'est votre classe, la salle de théâtre. Il faut évidemment que le respect des règles sanitaires y soit respecté aussi, il soit mis en place. C'est ce qui est fait. Les arts et spectacles dans une école, c'est fondamental. Moi, quand je vois une zone arts et spectacles, eh bien, c'est la stimulation sur la régulation. C'est ce qui va vous permettre de mettre en place aussi ce qui est indispensable au développement de l'élève. Ne pensez pas, quand on vous dit attention, il faut relancer les matières très très vite, les matières, elles s'accrochent sur ce qui plaît aux élèves. C'est-à-dire que, évidemment, les arts et spectacles et la manière dont ce matin, eh bien, la ministre de la Culture et celle de l'enseignement se sont accordées, pour moi, c'est l'exemple typique d'une réflexion intelligente qui avance en se disant « Attention, aller au théâtre, évidemment que ce n'est pas perdre son temps, évidemment que c'est une façon de raccrocher les matières, le programme à quelque chose qui permet de construire l'intelligence des élèves. » Même chose dans les zones arts et spectacles, par exemple, je pense qu'elles doivent être généralisées sur les cours de récréation. C'est ce petit slide, je vous invite vraiment à y réfléchir quand vous réfléchissez à la stimulation, parce que parfois dans la zone, par exemple, où je peux courir sans ballon, eh bien, on donne l'impression qu'on ne doit pas stimuler. Les enfants courent, comme si courir en soi était une activité. Non, effectivement, le mouvement est favorisé dans ces zones-là. Et ce n'est pas en parlant à un professeur de gymnastique que, effectivement, je vais être démenti. Le fait, par exemple, dans certains projets pédagogiques dans lesquels on met en place des applications qui vont aider les enfants à bouger dans tous les espaces où ça devient possible, y compris dans la classe, c'est-à-dire dans le groupe d'élèves. Les classes flexibles, par exemple, ce sont des classes dans lesquelles vous pouvez suivre un cours en pédalant, vous pouvez bouger. Être assis, ça ne veut pas dire être immobile. Tout ça, ce sont des mécanismes qui sont en phase avec une société dans laquelle on prétend que l'inertie, que ne pas bouger, l'immobilisme, c'est bon pour personne, ni pour l'élève et sa santé, ni pour le développement du groupe. Et une cour de récréation, c'est certainement pas un endroit dans lequel on ne doit pas, on doit devenir inactif, inerte et ne pas bouger. Et donc, je vous invite vraiment à regarder ce slide et à l'utiliser pour toute réflexion sur la stimulation de la cour de récréation et son apaisement. Alors, on vient donc aux pistes d'idées qu'on a proposées aux éducateurs, enseignants et directions qui sont présentes aujourd'hui. On a parlé énormément de bulles ces derniers mois et on va reprendre ce terme en amenant le principe de bulle ludique. On va dire, on a l'impression que ce seraient deux termes opposés, mais là, qu'est-ce qu'on pourrait venir à dire justement sur ces bulles ludiques ? Alors, moi, j'aime beaucoup la notion de bulle. La notion de bulle, c'est un endroit, le mot, effectivement, est très bien choisi. C'est un endroit qui vous protège, mais qui ne vous ferme pas de l'extérieur. Un cocon, ça vous ferme de l'extérieur. Et la bulle, c'est toujours ouvert. Mais donc, on peut imaginer, effectivement, qu'une bulle ludique, c'est un espace dans lequel on reste ouvert vers l'extérieur. J'ai eu un peu de mal quand j'ai entendu la cour de récréation, bien, on fait comme si de rien n'était parce qu'on ne sait pas faire respecter les règles de distanciation, etc. C'est une règle de principe pour le moment qui va aussi être modulée. Le problème, c'est que, non, on va devoir travailler comme on le fait dans l'ensemble de la société. Les bulles, qui sont les bulles sociales, qui sont celles qui sont fortement critiquées par un certain nombre de personnes parce que c'est très mal expliqué, selon moi. Donc, il y a un problème plus d'explication de ce qu'est une bulle. Si on explique aux gens qu'une bulle, en réalité, dans la vie de tous les jours, c'est simplement votre maisonnée, le mot existe, c'est-à-dire l'ensemble de personnes qui vivent avec vous dans la même maison, et que vous avez le droit de l'étendre un tout petit peu, mais qu'il vaut mieux pour le moment, si la situation devait d'ailleurs s'aggraver, on reviendrait à des bulles. Je préférerais qu'on parle de maisonnée. Évidemment, à l'école, on ne peut pas parler de maisonnée, mais on peut parler de bulles ludiques.
encourager un certain nombre d'enfants à jouer à l'intérieur d'une bulle, c'est-à-dire avec un ensemble de personnes qu'il peut identifier très facilement, on verra comment, et qui vont permettre simplement de réduire le risque d'un brassage social important. La bulle, c'est l'inverse du brassage absolu. C'est pour ça que l'événementiel a du mal, par exemple, à mettre en place des festivals ou des tout grands événements, parce que là, il n'est pas question de bulle, il est question d'un brassage d'une population trop importante et vous ne pouvez absolument plus rien contrôler en termes de circulation virale. Par contre, la bulle, et évidemment que ce n'est pas un oxymore, hein, ce n'est pas un mot qui tue l'autre. Hein. Ludique, une bulle, ça peut être, et ça doit à l'école, être un espace ludique, c'est-à-dire ce sont des enfants qui ne sont pas amenés à ne plus bouger parce qu'on les fige dans une bulle, ça c'est l'effet Guantanamo, hein, et même une bulle isolée, c'est une bulle ludique, et c'est-à-dire des enfants qui sont encouragés à jouer à l'intérieur d'un contexte qui est celui de la bulle qui leur a été désignée. Ce qui sera important, on le verra tout à l'heure, c'est de désigner précisément à quoi correspond cette bulle. Et alors, bon, quelques exemples, on parlait jeu de mime, jeu de passe, lancer de ballon, aussi le cas spécifique du toboggan, ça je l'aimais bien dans l'ouvrage qui vient de paraître, hein, sur justement l'adaptation des cours de création face à cette situation inconnue qu'on a vécue. Et donc là, on parle donc justement, et là, le slide présent, je vais mettre en plus grand, permet d'illustrer avec les jeux de mime, les lancers de ballon, les jeux de passe, voilà quelques idées plutôt que de jouer au foot. Et je pense que vous pouvez intervenir là-dessus par rapport aux joueurs de foot professionnels. C'est tout simple. Hein. Vous savez, finalement, quand on fait de la pédagogie, on ne va jamais que voir ce qui se fait à gauche et à droite lorsqu'on doit continuer à maintenir une activité. Les joueurs de foot professionnels ont très vite, en phase très aiguë de la pandémie, repris les entraînements. Simplement, ils l'ont fait, et d'ailleurs en Suisse, vous avez la même injonction pour toutes les écoles. On n'a jamais arrêté le foot dans les écoles en Suisse. On a dit attention, on arrête le dribble. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'avoir des contacts. Or, c'est le dribble en football qui crée des contacts. Si vous dites, voilà, la règle maintenant, c'est on joue au foot, mais on peut uniquement faire des passes ou tirer au but. Vous allez voir que c'est tout à fait intéressant. Les enfants sont d'ailleurs souvent passionnés, pour autant que vous ayez régulé votre cours. C'est-à-dire que ce n'est pas le fameux football de cours de récréation avec des enfants qui courent dans tous les espaces. Si la cour est régulée avec une zone où on peut courir avec ballon, c'est-à-dire que vous avez des vrais matchs de football, eh bien, si vous êtes en phase rouge, le football reste tout à fait accessible et c'est terriblement important qu'il le soit. Simplement, les règles changent, c'est-à-dire qu'on ne peut plus dribbler, on fait des passes et on tire au but. Ils ont fait comme ça en Anderlecht, ils n'ont jamais arrêté les entraînements. Et je pense que ce qu'eux font, on doit pouvoir le transposer dans l'école. Même chose sur tous les jeux qui sont encouragés. Évidemment qu'il y a des jeux et des sports ou des jeux sportifs, je veux dire des jeux de mouvement, qui vont simplement ne pas imposer une distance physique complètement ignorée. Et donc, c'est des jeux qui permettent la mise à distance. Les mimes, par exemple, mimer, vous devez effectivement le faire en gardant une distance. C'est pour ça que je parle de distance physique, certainement pas dans les écoles une distance sociale. La distance physique, c'est d'ailleurs ce qui nous permet de parler de manière tout à fait confortable, d'échanger avec les gens qui ne sont pas nos intimes ou nos tout à fait proches. En gros, avec monsieur et madame tout le monde. C'est donc pas du tout un frein à la relation sociale, hein, la distance physique. Alors, regardez, elle est d'1,50 m en Belgique, elle est d'1 mètre en France, et donc elle varie. Le principe, c'est que c'est une distance qui me permet juste de communiquer avec les autres en étant dans une situation de confort absolu. Si on ne se connaît pas très bien et que je déborde de cette zone-là, eh bien, je vais créer chez vous un malaise. Ça veut dire qu'effectivement, et ce n'est pas un hasard, hein, la nature ne fait rien par hasard, si cette distance physique est celle qui nous met à l'aise, c'est parce qu'aussi dans les contacts sociaux, et on l'a appris depuis dans toute l'histoire de l'humanité, ça nous préserve de tous les virus. Et on n'a pas attendu une pandémie pour le savoir. Quand vous croisez quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas anticiper son état de santé. Et donc, humainement, vous avez des instincts qui se mettent en place, qui fait qu'on n'accepte pas que les gens rentrent dans ce qu'on appelle notre bulle proxémique. Eh bien, cette distance physique, c'est tout simple, c'est ce qu'on peut activer simplement dans les écoles en mettant en place des jeux qui indiquent comment on la maintient, mais qui mettent l'enfant en mouvement tout en l'amusant collectivement, hein, parce que ce sont des jeux collectifs, ce ne sont pas des jeux qui l'isolent, ce sont des jeux qui permettent la communication. Et
eh bien, avoir un petit sac d'idées avec du matériel. Et ça, j'insiste vraiment parce que ce qui est fait, effectivement, dans le cadre de ce webinaire, c'est aussi présenter ce qui permet d'activer des idées pédagogiques. C'est-à-dire, je vois ces mâles colorés qui sont effectivement ce qu'on propose, nous, depuis très longtemps. C'est-à-dire, sur la zone bleue, vous devez avoir une malle bleue avec des jeux qui correspondent à, par exemple, l'espace où on ne peut pas courir et pas de ballon. Si vous avez des bulles, vous aurez aussi des jeux qui vont être distribués aux différentes bulles d'élèves qui doivent juste, parce que ça c'était dans le petit dessin qu'on a vu tout à l'heure, quand j'ai vu des enseignants se croire obligés de désinfecter le ballon à tous les coups. Non, si vous l'échangez les jeux à l'intérieur de votre bulle, il n'y a aucun problème. Il faut juste le nettoyer en fin de journée avant de le rendre disponible pour d'autres et éventuellement pour une autre bulle. Le principe même, c'est de continuer à pouvoir, de façon ritualisée, de pouvoir, à un moment donné, distribuer ce matériel, mais à l'intérieur d'un espace réduit. Si d'ailleurs vous n'avez pas de malle, et si vous distribuez le matériel de façon anarchique dans une cour de récréation, je vous promets que vous ne le récupérerez pas. Parce que l'avantage de la malle, c'est que ça permet une ritualisation du fait qu'on distribue les objets et puis qu'on les remet en fin de récréation à l'intérieur des malles, et ça permet effectivement aussi de démontrer que ces objets ont suffisamment d'importance pour qu'on les range en fin de récréation et pas qu'on les distribue de manière anarchique dans une cour de récréation en espérant qu'ils reviennent de façon… Et pour assurer sa viabilité à long terme, donc je pense que c'est important aussi de pouvoir le mettre dans des malles colorées ou toute autre chose, de manière à les faire circuler. Un autre élément qui était revenu et qui a été posé aussi au niveau des questions, c'était l'identification. Et c'est sûr que tout le monde a bien sa manière de fonctionner. Une idée pourrait être aussi les vareuses multicolores qu'on peut mettre, des écharpes colorées qui permettraient donc d'identifier tout ça. Si on mélange la bulle des cinquièmes, la bulle des deuxièmes, des troisièmes, ou si on en met deux ensemble parce qu'elles sont contiguës, qu'elles sont constamment ensemble. Voilà une piste encore de nouveau d'idées que vous proposez, je pense, John Bay. Je pense que c'est vraiment important de comprendre que le principe d'une bulle, c'est simplement d'inviter un certain nombre d'élèves, avec des bulles plus ou moins étendues, à avoir des activités entre eux. Alors, j'ai vu des catastrophes sur ce plan-là, hein, avec des cours de récréation, de nouveau, où on faisait des grands carrés en disant la bulle un tel, la bulle un tel, avec des enseignants qui, évidemment, sont absolument mis en impossibilité de contrôler la manière dont ça se fait. Il y a un truc tout simple, c'est de mettre des vareuses aux enfants. Vous êtes un groupe d'une douzaine d'enfants, par exemple, eh bien, vous avez une vareuse verte. Et on joue entre enfants ayant une vareuse verte, une vareuse bleue, une vareuse orange. Ça permet aux enfants de s'identifier les uns les autres très facilement. Et ça permet aux enseignants de voir de loin, eh bien, s'il n'y a pas… je pense qu'il faut éviter l'excès de précaution. Le but des bulles, c'est pas de dire, oh, catastrophe, il y a un bleu qui est mélangé au milieu des verts, il va tomber malade et il faut tout de suite… Non, c'est de manière générale, les bulles sont respectées. Par exemple, même dans le code jaune, on me dit, mais les cantines vont devoir respecter cette notion de bulle. Eh bien, ce mécanisme-là permet aussi d'identifier simplement avec des vareuses qui permettent de dire, les bleus sont à une table, les verts sont à une table, un peu comme le style Poudlard, d'ailleurs, à Poudlard aussi, chacun a son identité avec, et qui est manifestée dans la manière de s'habiller. Eh bien, ça va permettre à des enseignants très, très vite d'identifier et aux élèves de comprendre aussi ce mécanisme-là. Pourquoi je suis encouragé à jouer plus avec ces enfants de cette bulle-là. Ce qui est parfois un petit peu, et le seul élément qui m'inquiète un peu, je vais dire, dans cette rentrée, tant mieux qu'elle soit normale, ça c'est tout à fait bien. Ce qui est un peu compliqué à comprendre, c'est qu'elle serait d'un type pour les enfants, et puis que dans la société, ça se passe autrement. Parce que les enfants vont devoir vivre avec, non pas de l'anxiété, certainement pas, mais une prudence qui permet, par exemple, de continuer à avoir ces gestes protecteurs vis-à-vis des grands-parents. Il faut maintenir cette forme de vigilance sans qu'elle soit anxiogène, sans qu'elle fasse peur et qu'elle donne toujours cette impression ludique. Eh bien, les vareuses permettent ça aussi, parce qu'on peut expliquer très bien aux enfants, on va continuer, par exemple, dans la cantine, parce que c'est un lieu de transmission visiblement plus risqué du virus, eh bien là, on va mettre les vareuses, et puis dans le cours de récréation, il y en a ou il n'y en a pas en fonction du code couleur qui sera annoncé.
Je rappelle que ces vareuses et multicolores, hein, contrairement à ce qu'on a pu vivre des fois en éducation physique pendant des années, elles se lavent, donc on peut les mettre à la machine pour ne pas qu'on ait cette appréhension de pouvoir les mettre comme des fois on a pu l'occasion d'avoir avec certaines vareuses qui n'étaient pas lavées, qui avaient gardé leur odeur du septembre au mois de juin. Il y avait aussi un élément j'adore placer dans l'aménagement des cours de récréation. C'est pas uniquement dans le cadre de cette période, c'est à terme parce qu'on peut remoduler sa cour de récréation parce qu'elle évolue au fur et à mesure des années, elle ne doit pas être figée. Moi, je me rappelle avoir vu tous les bancs qui étaient striés, on a mis donc des barrés, donc les sièges et autres. Est-ce que ça n'a quand même pas enlevé l'image de convivialité donc, que les bancs peuvent amener, principalement donc, des bancs circulaires que j'adore placer autour d'arbres et autres, que ce soit des bancs pour des plus grands, comme on le voit sur DIC, mais aussi d'autres bancs plus colorés qui peuvent servir pour l'aspect être assis, comme on le voit sur le haut du slide, mais aussi sur l'aspect stimulation. Alors, j'adore aussi d'ailleurs les bancs autour de l'arbre. Hein. C'est le mécanisme de l'arbre à palabre. Ce qu'en Afrique, ils font spontanément, c'est-à-dire l'endroit où on se retrouve autour d'un arbre. Hein. Et donc, je pense qu'il faut vraiment se dire que le but du jeu, avec ces bancs conviviaux, parce que c'est ça qu'on a voulu quand on a mis en place ces bancs circulaires, avant qu'on ait activé ce type d'outils, on se retrouvait avec des bancs, quand il y en avait, qui étaient le long des murs, avec des élèves qui étaient invités à regarder ceux qui jouent. En gros, ici, on est en train de les encourager à faire ce qu'ils faisaient spontanément, d'ailleurs dans les cours de récréation, de la convivialité. C'est vraiment important de se dire il ne faut jamais casser cette convivialité. C'est pour ça qu'on parle de bancs amovibles et de cours de récréation modulables. Il faut qu'il y ait toujours, moi quand j'ai vu que dans certaines écoles, ils avaient ce matériel, mais qu'on mettait du velcro et que ça, c'est effectivement un très mauvais signal. On les module différemment, simplement parce que, eh bien, on doit, à un moment donné, ne pas encourager une proximité excessive. Très bien, je n'ai pas de souci avec ça, mais ce qui est important, c'est qu'on garde l'aspect convivial. Les bancs sur les cours de récréation, c'est ce que je vois généralement apparaître en premier. Quand on a décidé de faire une cour de récréation, de stimuler de la convivialité, c'est généralement par ça qu'on commence. Il y a les bancs d'amitié, il y a les bancs de réflexion, mais il y a surtout ces bancs conviviaux qui sont le signal, parce que c'était, on s'en est rendu compte, la première activité de l'élève. Tout le monde pensait que les élèves couraient systématiquement sur les cours de récréation. Tout ça parce que naturellement, quand vous lâchez un enfant, il se met à courir en criant, hein, sur une cour qui n'est pas régulée, parce qu'il doit gagner son territoire. Résultat, tous les adultes s'étaient imaginé que les enfants couraient tous sur la cour de récréation. Il y a 8% maximum des enfants qui courent, et encore, c'est essentiellement ceux qui se livrent à une activité sportive. La plupart sont en conversation les uns avec les autres, et évidemment qu'on doit mettre en place le matériel qui permet de réaliser cette conversation dans des conditions qui sont des conditions de confort social simplement. Et donc les bancs circulaires ou les bancs qu'on voit pour les maternelles par exemple, eh bien ce sont des manières de rendre possible une activité naturelle et de la rendre le plus confortable possible. De nouveau, ce qui est important, c'est que vous ayez sur vos cours de récréation des bancs conviviaux. Et il ne faut pas juste penser en termes de Covid. Hein, le Covid, il finira, je l'espère, par nous foutre la paix. On y arrivera à un moment ou l'autre. Mais il ne faut pas qu'à cause de cette pandémie, on se dise, moi, je vais retarder ça, je ne vais pas faire parce que ça risque de… Non, la convivialité, elle ne doit pas être freinée par le virus. Elle doit juste tenir compte de l'existence d'un virus pour ne pas lui donner prise, mais elle ne doit pas s'arrêter avec le virus. Et donc, finalement, cet aspect modulaire est très intéressant parce qu'en fonction de l'évolution de n'importe quelle situation, que ce soit de la cour avec des travaux, avec l'évolution de ce que les élèves et d'autres éléments, le fait de pouvoir le changer, on le voit ici avec les racontoirs, ces éléments de place qui peuvent devenir des bancs, des espaces pour pouvoir discuter, c'est très intéressant. On voit qu'ici le temps avance et donc il y a encore d'autres éléments qu'on veut voir avec vous. Et donc on a souvent parlé de la régulation des déplacements, mais qui peut se faire par des panneaux de signalisation, que ce soit dans la cour de récréation, mais également au sein de l'école. On va le voir ici avec tout ce qui est régulation de déplacement à l'intérieur d'une cour, mais également à l'intérieur de l'établissement, mais également à l'extérieur avec les rangs identitaires qui, comme on le voit ici, ces deux éléments qui ont été réalisés dans des cours d'école, qui ont été faits bien avant, et qui ont été faits il y a, je pense, il y a 1 an et il y a 2 ans, qu'on va pouvoir adapter
pour le mois de septembre, octobre, novembre ou plus ou moins, et qui vont pouvoir reprendre finalement leur fonction initiale par rapport à la place de l'enseignant. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, alors le principe des rangs identitaires, il faut bien le rappeler, tout ce qui est discuté ici a été mis en place bien avant, mais ce qu'on veut, c'est que ce soit durable. Le principe, c'est pour ça d'ailleurs que on le rend amovible, je vais dire, et adaptable. Les rangs identitaires, c'est ce qui permet simplement de passer de votre identité d'enfant à une identité d'élève, et pour l'enseignant de prendre l'identité d'enseignant. Ce sont effectivement des manières simplement de se ranger au moment où on a un signal sonore. Eh bien, je deviens un élève et donc je me mets effectivement sur une petite bulle qui signale que c'est ma place d'élève. Et l'enseignant, lui, prend sa place d'enseignant. Et puis, dans un deuxième signal, eh bien, on se met en mouvement. C'est pas revenir aux distances fixes. C'est-à-dire que c'est pas un retour de l'ordre. C'est juste une façon de faire en sorte qu'on retrouve, c'est pour ça qu'on parle de rang identitaire, qu'on retrouve son identité. Alors évidemment, là aussi, on adapte simplement parce qu'on s'est rendu compte, quand on avait régulé à l'intérieur des écoles, quand on a prévu des... On s'est dit, mais tout ça avait déjà été fait bien avant. Je prends l'exemple de cette petite ligne blanche magique qui existait à l'Athénée royal de Chennai, et qui est une petite ligne blanche au milieu des couloirs qui permettait de garder sa droite. Il n'était pas question de pandémie à ce moment-là, mais on a vu des couloirs dans une énorme école secondaire se réguler, s'apaiser de cette façon-là, parce que le désordre d'élèves qui allaient dans tous les sens, qui se mettaient à courir dans l'escalier, qui risquaient 7 fois plus d'accidents. C'est là qu'on a notamment fait une partie des mesures qui montrent que dès que vous régulez un territoire, il y a moins d'accidents, il y a plus de confort de déplacement. Et sur le plan des rangs, mais combien d'enseignants n'ont pas fait l'expérience d'essayer de mettre en rang leurs élèves, d'arriver après plein de négociations à une relative ligne, et puis dès qu'ils relâchent leur attention, la ligne devient une boule. Et puis vous avez des rangs lignes qui deviennent des rangs boules. Avec les rangs identitaires, tout ça se fait spontanément et on se facilite la vie. Le principe, il est là aussi, c'est qu'on ne doit pas être dans un retour de l'ordre, mais on doit se faciliter la vie pour éviter que les élèves rentrent de manière désordonnée, que les couloirs semblent des endroits dans lesquels on a des bataillons d'élèves qui avancent en ordre dispersé et qui donnent une impression de désordre épouvantable. Et puis vous rentrez dans votre classe, il faut seulement à ce moment-là que l'enseignant puisse reprendre son groupe. C'est pas évident. Donc les rangs identitaires, ce sont des manières aussi de rendre tout ça beaucoup plus fluide. Et quand on y revient, donc, je me remets dans ma position d'enseignante que je l'étais auparavant. J'ai quelques-unes de mes anciennes collègues qui sont en train de suivre le webinaire ici. Je les salue. Ce qui était difficile, et je pense que la manière de dire bonjour a évolué ces derniers temps, c'est que auparavant, je pense que sur une journée, sur une école de 300 élèves, si on faisait 285 bisous sur la journée, c'était finalement une petite journée. Je pense que tout ça a évolué et il y a quelque chose que je trouve très intéressant. Il y a une petite vidéo que je voulais vous partager sur cette toise de salutation que je trouvais chouette, qu'il va falloir bien entendu adapter selon le contexte, selon finalement le milieu dans lequel vous êtes, où on voit ici des élèves qui choisissent la manière de pouvoir se saluer, que ce soit saluer l'enseignant, que ce soit se saluer entre eux. C'est des choses qui vont évoluer et ont évolué, et ça qui est très intéressant de pouvoir justement mettre en place en lien avec les élèves, avec, comme vous le voyez sur les slides ici, des éléments, un sourire, les mains ensemble, la parole, l'accolade, en fonction de comment on pourra, le dab, ça restera à mon avis pas très longtemps. Si on tape le coude, ça, je pense que tout le monde est devenu spécialiste du bonjour coude, et on a donc d'autres saluts. Et ça, cette fameuse toise de salutation, ça, je trouve que c'est une belle opportunité de mettre différents codes, et en fonction de comment je me sens le matin, je peux dire bonjour, et ça permet de donner aussi un peu mon humeur de la journée, et puis forcément rester sur cette manière de faire un bisou que certains enfants, en tout cas, n'aimaient pas tellement et se sentaient en difficulté par rapport à ça. Alors, ce qui est important aussi, c'est que ça va dans le sens de l'évolution de l'enseignement qui s'individualise de plus en plus. Il y a plusieurs dizaines d'années, un enseignant disait bonjour à un groupe, point barre, c'est tout. Il venait saluer sa classe. Maintenant, on a effectivement de plus en plus tendance à individualiser. C'est tout l'art de la pédagogie, c'est une action collective qui doit donner à chaque enfant l'impression qu'elle est réalisée pour lui. La pédagogie, c'est l'art de concilier cette fonction collective avec ce souci d'individualisation. Et permettre aux enfants, alors c'est un système on s'est inspiré d'une technique américaine où les enfants choisissent la façon dont ils vont être salués sur la toise.
Ça peut être un bisou, effectivement, ça peut être une petite danse comme Fortnite, hein, ça peut être une manière de saluer, mais l'enfant choisit la façon dont il veut être salué. Dans le petit film, super petit film qui vient d'être montré, ben c'est les enfants entre eux qui peuvent le faire. Les manières de se saluer, c'est toujours une petite négociation, souvent implicite, entre deux personnes. Ici, on rend cette négociation tout à fait explicite, puisque vous choisissez la façon dont vous souhaitez être salué, mais ça a deux avantages. Vous allez toujours être salué parce qu'il n'y a pas un petit point qui pourrait vous dire « je ne veux pas être salué du tout ». Donc on est, et c'est indispensable dans nos sociétés, de se saluer, de se dire bonjour dans une classe et d'avoir l'impression d'être suffisamment important pour que l'enseignant prenne le temps de nous saluer individuellement. C'est un petit rituel d'entrée, ça ne prend pas de temps, c'est pas chronophage. Hein. Vous tapez sur la manière dont vous souhaitez être salué et puis ben, on vous salue de cette façon-là. Et ça permet aussi de s'adapter aux différents. Donc, de nouveau, le but, c'est de faire du durable. Si vous faites une toise et que vous dites, mince, on est en situation pandémique, on la retire. Non. Simplement, ben, en zone rouge, on va peut-être éviter les câlins trop proches et on va accepter, on va juste dire, ben, ça, c'est pas accessible pour le moment. Et sur la toise, on prévoit simplement de rendre inaccessible un certain nombre de façons de se saluer. Chez les petits-enfants, ça a une fonction éducative vraiment très intéressante parce qu'on leur explique qu'on va continuer à les saluer, mais que ces façons-là de faire, ce qu'ils devront aussi d'ailleurs éviter de faire avec leurs grands-parents, hein, si la zone pandémique est devenue plus intense, eh bien simplement, l'être humain a beaucoup de créativité et il est toujours en mesure de se saluer de manière très sympathique, quel que soit le niveau de contagion. Moi, je me souviens en pleine phase aiguë de la pandémie, j'ai tendance à beaucoup courir, j'adorais les petites salutations qu'on avait beaucoup plus que d'habitude d'ailleurs quand on courait, on faisait tous un petit pas de côté parce qu'il fallait s'éviter les uns les autres, mais il y avait systématiquement un salut qui montrait un souci de convivialité. Eh bien, c'est ça qu'on doit maintenir quoi qu'il arrive, le souci de se saluer et le souci de la convivialité. On va donc passer ici à quelques questions. Je vois qu'il y a quelques questions qui sont dans l'onglet prévu à cet effet. On va y venir. Hein. Moi, je suis surtout envie d'ajouter que c'est des éléments en plus de la conférence qu'on a vue le 13 mai, donc qui était sur l'aménagement de la cour de récréation. Ici, c'est des aménagements en plus. Mais clairement, moi, de manière de fonctionner sur l'aménagement des cours de récréation, je vais plus justement penser à l'aspect modulaire pour justement m'adapter à plein de situations, justement à l'aspect, on peut l'utiliser comme aspect racontoire ou autre, les zones ballons qui peuvent évoluer pour l'aspect éducation physique, mais pour des régulations d'espace. L'idée, c'est encore d'évoluer suite à tout ça et pas uniquement de me concentrer là-dessus, parce que bien entendu, une cour de récré, on n'aménage pas ça pour un an, mais on aménage ça pour des années, vu le budget qui peut être de 500 € à des cours jusqu'à, si on refait le tarmac et tout, à 50, 60 000 €, on parle d'autres budgets, donc il est temps de bien réfléchir. On voit que certaines écoles sont en plein plan de pilotage, donc c'est un projet étalé sur 6 ans et énormément de projets partent de l'ouvrage. Beaucoup de sociétés telles que l'Inde sont sollicitées aussi pour aider à la mise en place avec du matériel comme on l'a vu ici et d'autres qui sont possibles. Et alors on a quelques questions ici. On a parlé donc du rang identitaire, comment il fonctionnait. Ça je pense que on y a répondu. Donc c'était une question d'Aurélie Demort. On a une question de Caroline Dehaye qui parlait comment adapter cela à un public de secondaire. L'idée des vareuses est bonne, mais difficilement adaptable avec 500 élèves de secondaire de la même cour de récréation. Alors là, c'est une très très bonne voilà. je vous laisse d'abord et puis j'essaie d'intervenir après. C'est en tout cas une question concrète. Et c'est ça les bonnes questions. C'est-à-dire comment je fais quand j'ai affaire à 500 élèves, effectivement, et où je ne vais pas nécessairement, d'ailleurs, ouvrir la cour de récréation à tout le monde en même temps. Si vous avez un nombre important, vous devez aussi… Vous savez, il y a des mots qui vont être indispensables dans l'avenir et de nouveau pas en fonction de la pandémie. J'ai tendance à dire la pandémie, ça nous invite à réfléchir un peu autrement, mais pour des éléments durables. Si on ne réfléchit qu'en fonction de la pandémie, eh bien, on va stériliser sa pensée et on va uniquement être dans des réflexes sanitaires. Même dans les hôpitaux, ils ont réfléchi de façon pédagogique pour les rendre les plus attractifs possibles. Si vous avez une cour avec 500 élèves, si vous devez effectivement faire respecter des bulles parce que ça deviendrait nécessaire, eh bien, vous pouvez moduler le passage et le brassage des 500 élèves. Mais c'est vrai qu'une cour de récréation en secondaire, ce n'est pas une cour de récréation en fondamentale. Et que sur ce plan-là, par exemple,
Ben, les vareuses ne me paraissent pas nécessairement utiles, tout simplement parce qu'on peut expliquer les choses beaucoup plus facilement à des élèves qui sont en situation de comprendre. Il faut savoir que les codes couleurs, tout ce qui permet de visualiser, c'est aussi une façon de rendre accessibles des décisions qui sont prises par des adultes. En secondaire, par exemple, eh bien, vous avez, je prends l'exemple du football à passe, ça marche très très bien en secondaire parce que le football est une activité qui est maintenue très longtemps dans les écoles. Et donc, mais le système des vareuses et des bulles, eh bien, il peut juste s'expliquer et s'organiser en ce compris avec les élèves. Donc, il faut vraiment être très précis. Le but du jeu, c'est toujours de se faciliter la vie. Les vareuses, on les sort si ça nous semble nécessaire en fonction du public qu'on a. Et ben, la personne qui pose la question pose une question de bon sens. Il n'est pas question d'équiper 500 élèves avec des vareuses et d'avoir des codes couleurs qui vont dans tous les sens. Là, il est question de se dire, si il fallait respecter des bulles, comment est-ce qu'on va l'expliquer aux élèves et comment on va faire en sorte qu'ils soient en mesure de le respecter parce que la récréation ne sera pas toujours accessible au même moment à l'ensemble. Et donc, c'est ça qu'on veut mettre en place. C'est toujours du durable. C'est-à-dire qu'on ne va pas réfléchir en fonction de la pandémie, mais on va réfléchir à ce qu'on peut mettre en place malgré la pandémie. Mettre en place des cours de récréation pour un épisode qui, je l'espère, sera un épisode aigu, durable, hein, parce qu'on nous le dit, hein, on nous parle maintenant d'éléments durables, mais il faut pouvoir penser en se disant, c'est pour ça qu'on parle modulable, comme on parle d'ailleurs dans les classes, de classes flexibles, c'est vers ça que toute l'école va, de la souplesse, de la flexibilité, de l'enseignement hybride. Ce sont tous des éléments qui vont permettre à un moment donné à la pédagogie de prendre le dessus sur le sanitaire. Une classe flexible, c'est quelque chose que j'adore moi personnellement, parce que c'est ce qui permet à l'enseignant d'utiliser toutes les pédagogies mises à sa disposition, les pédagogies actives, les pédagogies traditionnelles, les pédagogies plus libertaires, parce que dans sa classe, il y a des espaces qui sont adaptés à ces différents mécanismes de diffusion des connaissances que les différents courants pédagogiques ont mis en place. Et ça n'en exclut aucun, ça les rend tous possibles. C'est ça une classe flexible. Les cours de récréation doivent aussi être flexibles pour rendre possibles les choses. L'activité des enfants et des adolescents dans un contexte sécurisant. La classe flexible, c'est ce qui vous permet de dire de temps en temps, je fais de la pédagogie assise. Parce que la pédagogie traditionnelle a aussi ses bons moments, dire à des élèves, asseyez-vous, je vais vous expliquer quelque chose, c'est super intéressant. Dire maintenant, j'aimerais bien que vous en discutiez entre vous, dans un espace dans lequel, effectivement, on va favoriser l'interaction entre les élèves. Eh bien, vous avez un autre espace dans la classe qui permet de le faire. Et les moments où on dit, mais là, on est dans l'activité, allez-y, soyez actifs, etc., c'est un autre. C'est ça une classe flexible. Ça rend toutes les pédagogies activables dans le même espace. Et ça ne contraint pas à un seul modèle pédagogique. Regardez ce qui se passe avec les classes autobus. Vous avez des élèves rangés, comme dans un autobus, et un enseignant qui, quand il doit les rendre actifs, est quand même bien limité par la configuration de sa classe. Et lorsqu'il doit organiser des débats, c'est pas simple avec des élèves qui sont rangés comme dans un autobus. Essayez un peu de mettre en scène un débat dans un autobus. Vous verrez que c'est très, très peu adapté. C'est ça le principe de la classe flexible. C'est le principe des cours de récréation modulables, c'est-à-dire rendre les choses possibles et les rendre confortables. Tant qu'on jouera au foot au milieu de tous les autres, eh bien, le football ne sera pas confortable pour ceux qui le pratiquent, et ce ne sera d'ailleurs pas du football, ce sera une espèce de football de cours de récréation, et il va déranger tous les autres. Et donc, on va vers des structures, et pas que l'école. Si vous allez voir le monde professionnel, eh bien là aussi, c'est pas seulement des open space maintenant, c'est pas du tout ça même. Ce sont des espaces qui ressemblent à des classes flexibles, dans lesquels vous avez des espaces pour qu'on appelle les incubateurs d'idées, dans lesquels vous pouvez vous détendre pour essayer de réfléchir, des espaces où vous pouvez réfléchir ensemble, des espaces où vous pouvez vous isoler quand vous en avez besoin. Eh bien, c'est le même mécanisme. Donc, je pense qu'il faut vraiment se dire, l'école est tenue de se rénover, pas parce qu'il y a eu une pandémie, parce que de toute façon, les pédagogies évoluent et qu'on n'est plus du temps, alors je le cite très souvent, j'ai rien contre ce personnage-là en soi, Jean-Baptiste de La Salle, qui était effectivement quelqu'un qui a beaucoup apporté à l'enseignement, mais au XVIIe siècle, au moment où effectivement il fallait transformer des petits-enfants en futurs chrétiens catholiques, et il était bon de prêcher. Pour prêcher, l'école
fonctionne bien avec des bancs autobus, avec de l'enseignement mutuel. Et puis, c'est pas propre aux chrétiens et aux catholiques. Vous savez, quand l'enseignement est devenu laïque, au lieu de convertir en petits chrétiens, on a essayé de convertir en parfaits petits citoyens et on a gardé les mêmes méthodes. Ces méthodes sont en train d'évoluer très fort. Il faut évidemment que les enfants acquièrent du sens critique, donc apprennent à discuter les uns avec les autres tout en respectant le point de vue de chacun. Il faut organiser du débat. Regardez les bancs circulaires amovibles, ce n'est jamais que finalement mettre à l'extérieur ce qui existe déjà à l'intérieur des classes quand on a mis en place des pédagogies inversées, c'est-à-dire des endroits dans lesquels les élèves peuvent discuter entre eux. Quand votre classe n'a pas cette forme de flexibilité, eh bien, vous avez par exemple, et je le vois très souvent dans les cours en enseignement secondaire, le prof de maths donne cours, il est, lui, dans une pédagogie qui est effectivement plus de la monstration, de l'explication, etc. Et puis le prof de philo ou le prof de religion arrive après et dit « on va faire un débat, allez, on bouge les bancs ». Le temps qu'il récupère sa classe, il risque effectivement de perdre énormément de maîtrise et va utiliser beaucoup de son énergie à remaîtriser le groupe parce qu'il aura dû lui-même faire bouger les espaces. Le bâti scolaire et la cour de récréation fait partie du bâti scolaire, c'est ce qui rend durable les inflexions pédagogiques de chacun. Et elles sont très riches pour le moment. Moi, je suis terriblement enthousiasmé par la manière dont l'enseignement évolue, par la façon dont les enseignants font preuve de créativité. Le seul petit souci que j'ai, c'est qu'ils sont trop isolés, chacun dans sa classe. Moi, je vois des choses merveilleuses. Je vois des choses merveilleuses dans des toutes petites écoles. Des toutes petites écoles dans lesquelles on a, par exemple, des classes multi-âges. C'est-à-dire vous avez des enfants de première année, deuxième année, troisième année, etc. C'est là que je vois les choses parfois les plus belles sur le plan pédagogique parce que la classe, c'est pas un endroit qui doit absolument, nécessairement mettre ensemble tous les enfants d'un même âge, tous les enfants avec le même niveau de compétence. Plus vous avez de l'hétérogénéité dans votre classe, plus elle sera riche. D'ailleurs, regardez spontanément des enfants dans un village, par exemple en Afrique, ils ne se regroupent pas entre enfants du même âge, ils se regroupent entre enfants d'âge différents, parce qu'on sait que quand un plus grand peut expliquer un plus petit, et plus vous avez une classe multi-âge, moins vous aurez du harcèlement, d'ailleurs, parce que les compétitions ne se réalisent pas de la même façon. Tout ça pour vous dire que ces classes, ces écoles qui organisent des formes de pédagogie multi-âge, elles sont nécessairement flexibles et toutes les écoles doivent aller dans ce registre-là et faire des choses, mais aussi montrer ce qu'elles font. Moi, le seul regret que j'ai, c'est que les classes sont trop souvent fermées. Moi, je vois une créativité des enseignants. C'est moi, je n'invente rien. Et tout ce dont on a parlé ici, je voyage beaucoup et je voyage beaucoup d'une école à l'autre. Et j'écoute des enseignants, je vois des enseignants, je prends des leçons de pédagogie en direct quand je m'assieds et je vois comment on a arrangé sa classe, comment on l'a aménagé, comment on met en scène l'enfant et on le met en situation d'apprentissage. Apprentissage formel dans la classe, apprentissage informel dans la cour de récréation, mais toujours apprentissage. Quand vous allez à l'école, quoi que vous fassiez, vous le faites dans un espace d'apprentissage, la cour de récréation. Et j'invite chacun à se pencher sur ses souvenirs d'école. Beaucoup viennent de la cour de récréation. Ce n'est pas seulement une question de quantité de temps passé, ça a été très bien démontré dans le slide précédent, c'est une question de qualité de moments passés. Nos souvenirs d'école sont construits pas sur la cour de récréation inerte, sur ce qu'on y a fait, les jeux auxquels on a joué, la manière dont les autres se sont comportés avec nous, pour le meilleur et pour le pire. C'est pour ça que ce qui est de toute façon la base de tout, on peut réfléchir pendant des années sur les meilleures pédagogies du monde. Si un enfant ne va pas à l'école en étant apaisé, c'est-à-dire s'il y va dans un climat de harcèlement, un climat de tension au niveau du groupe, toutes les belles idées pédagogiques, elles s'effondrent. Elles n'ont de sens que si elles sont diffusées auprès d'élèves qui sont en situation d'apprendre. Et c'est pour ça que tout ce dont on parle ici, c'est la mise en route de dispositifs de prévention du harcèlement. Il ne faut jamais l'oublier. Le principe, c'est celui-là. C'est que l'école, c'est un endroit où on doit avoir envie d'aller. Et le Covid l'a montré. Quand on a réouvert les écoles, vous avez plein d'enfants qui se sont précipités comme des morts de faim sur l'école en tant que réceptacle de leurs relations sociales en vrai. Alors qu'on leur reprochait depuis des années de n'avoir que des relations virtuelles sur les réseaux sociaux. Ils ont beaucoup mieux que les adultes compris que les réseaux sociaux, c'était un pis-aller, mais qu'il fallait aussi se voir en vrai, pour un grand nombre d'entre eux. Mais il ne faut quand même jamais oublier tous ceux que moi je connais pour les fréquenter au premier chef, tous ceux pour lesquels la règle d'école a été un soulagement absolu.
parce que c'était un endroit de souffrance, parce qu'ils vivaient des situations de harcèlement intolérables. Moi, j'ai vu énormément d'enfants souffler et je les vois trembler parce que l'école revient et parce qu'ils se disent attention, ce que j'ai vécu risque de se revivre et risque peut-être même de se revivre avec une intensité plus forte parce que l'agressivité ayant été contenue, elle peut se déverser de manière plus forte. Donc, c'est vraiment important de se dire une école où il faut bon vivre, c'est une école où il fait bon vivre pour chacun. Pas pour tous seulement, pour chacun. Il faut que chaque enfant aille à l'école. Alors, les cours de récréation, les espaces, les territoires, ça permet de gérer cette violence qu'on appelle la violence visible. Mais il y a une autre violence derrière, la violence invisible, c'est celle qui fait le plus de dégâts. C'est celle qui se réalise quand on ne maîtrise pas son groupe. Elle se fait par des espaces de parole régulés, par exemple, hein, qui sont une technique aussi dont on parle énormément, et qui sont complémentaires de ce qui se produit. Si vous mélangez tout, c'est-à-dire si vous avez une forme de violence physique que vous cherchez à contenir en même temps que la violence invisible, vous allez vous retrouver devant quelque chose qui finit par être complètement confus. Si vous dites attention, on va d'abord réguler nos territoires, contrôler les territoires en mettant en place tout ce dont on a parlé ici, rendre la pédagogie possible parce qu'on aura un sentiment d'ordre suffisant que pour rendre nos techniques accessibles aux élèves. Tout ça, ça existe, ça doit aussi exister avec des sentiments de maîtrise. C'est pour ça que ce qu'on essaye de diffuser finalement, vous savez, je conclurai par là, c'est des techniques. Bon, il n'y a aucune méthode. Vous n'entendrez jamais parler de méthode pédagogique. Bon, je ne sais pas ce que c'est qu'une méthode pédagogique. C'est quelque chose qui ferme généralement la réflexion en disant, voilà, j'ai trouvé une méthode et je vais vous l'expliquer. Ici, c'est que des techniques. Mais une technique dans l'enseignement, elle doit être supportée par des objets didactiques qui rendent cette technique opérante. Si tout ce dont on a parlé sur la régulation, etc., ce sont des techniques qui sont compatibles avec toutes les formes pédagogiques, mais il faut qu'il y ait un matériel didactique qui soit complémentaire et qui permette d'activer ces techniques. Même chose pour les espaces de parole régulés. Il faut qu'il y ait un matériel qui permette de comprendre c'est quoi une émotion, des émoticônes, des bâtons de parole, tout ce qui va rendre finalement les techniques opérantes. Et ces techniques, elles ne se diffusent pas par des formations. C'est pour ça que ce genre de webinaire, moi, je le trouve vraiment essentiel. Elles se diffusent à l'intérieur d'espaces comme celui-là, où on vous dit, voilà comment concrètement on peut faire les choses. Et honnêtement, pour un pédagogue, avoir affaire à des personnes comme chez Idemasport, où ils sont en mesure de concrétiser des objets, toutes les pédagogies ont évolué par un rapport aux objets de la classe. Freinet a commencé à bousiller les estrades. Montessori, elle a cassé les bancs autobus. Ce ne sont pas seulement des penseurs, ce sont aussi des penseurs qui ont voulu inscrire l'évolution pédagogique qu'ils voulaient réaliser dans un matériel. C'est ça, la rencontre, je vais dire, entre des pédagogues et des personnes qui, eux, mettent ce matériel à disposition des écoles qui en ont besoin. Je crois que c'est vraiment important que vous puissiez puiser dans ce type de webinaire un ensemble d'idées qui vous permettent de dire, voilà, concrètement comment on va faire. Je reprends en conclusion les façons de se saluer, par exemple. Ça facilite la vie de tous les enfants parce que un enfant, dans sa petite tête d'enfant, il se demande comment il va être salué, il se demande comment il peut être salué, et lui dire « je te laisse choisir ta façon de me dire bonjour et la façon dont je vais te dire bonjour », c'est une façon de lui montrer qu'il est quelqu'un d'important et que le respect qu'on va lui donner, eh bien, c'est le respect qu'on attend qu'il donne après aux autres. C'est une vraie leçon de pédagogie et c'est par une petite toise de salutation qu'on met en place cette leçon de pédagogie, beaucoup plus que par des explications ou par des éventuelles méthodes. Alors, on a parcouru donc différents éléments. On en parlait que les webinaires donc, servent justement à poser le cadre, à amener des pistes de solutions. Justement, le petit sondage suivant, parce que bon, on a tout petit peu dépassé le chrono, mais bon, c'est souvent comme ça, on prévoit 1 heure, on a 1h07, on est dans le bon. Je vais publier un petit sondage sur, à la suite de ce webinaire, est-ce que vous souhaitez recevoir des informations complémentaires concernant l'aménagement de la cour de récréation, parce que c'est ça qui est important, c'est ça qu'on veut venir, on a proposé des pistes d'idées, mais chaque projet est différent et ce sont des projets d'équipe éducative. S'asseoir, avoir des responsables. J'entendais dernièrement qu'il y avait des heures qui allaient être libérées pour des projets tels quels. C'est ça qui est intéressant. Et clairement, en 2019, on a aménagé plus d'une trentaine de cours. Cette année, on est déjà à plus de 45, alors que bon, l'année était un petit peu compliquée comme vous le savez. Chaque projet est différent. Pour
pour tous les budgets, avec des idées récup aussi, c'est tout à fait possible, mais c'est un projet d'équipe éducative, direction, enseignants, équipe d'éducateurs extrascolaires. Il faut investir tout le monde vu que, comme on l'a vu, les élèves peuvent passer jusqu'à 110 minutes et venir 5 fois ou 6 fois, voire plus s'ils vont avec l'enseignant d'éducation physique ou le prof de philo s'ils vont à l'extérieur. Donc, important, vraiment, n'hésitez pas, on vous enverra donc des pistes de solutions. Alors, on vous laisse toujours l'occasion de poser vos questions dans l'onglet questions. Pendant ce moment-là, je vous montre une vidéo de quelques réalisations qui ont été effectuées de cours de récréation d'aménagement avec des marquages donc au sol sportif, ludique, de régulation, des petits murs d'escalade, des espaces sportifs, comme vous le voyez donc ici, des petits tracteurs où les enfants peuvent venir, des tables, on en a parlé énormément de cet aspect mobilier, amovible, circulaire, et donc tous ces éléments qui vont mettre de la couleur aussi dans les écoles, et on peut aménager les éléments en vous accompagnant en fonction de votre projet. Ça, c'est surtout très, très intéressant dans tout ça. Alors, on vous laisse encore le temps de pouvoir poser d'éventuelles questions. Et c'est sûr que les prochains jours vont, à mon avis, être intéressants pour votre équipe, vos équipes éducatives pour pouvoir mettre ça en place pour la rentrée. Et comme on l'a bien dit ici, l'idée, c'est d'avoir des aménagements pour le long terme, donc en s'adaptant aux conditions actuelles qui vont évoluer, qui vont constamment évoluer. Mais l'idée, c'est d'aménager une cour de récréation où il fait bon vivre pour de longues années. Quand on arrive en première maternelle et qu'on va arriver après jusqu'en sixième primaire, cette cour, elle aura évolué, mais pas chaque fois réaménagée complètement. Et il faut pas oublier d'investir les enfants, ça c'est ultra important aussi. Ils ont des super bonnes idées qui ne sont pas des idées d'adultes, qui vont vous permettre aussi d'ouvrir et de les faire dessiner, comme on en parlait tout à l'heure, des filles, des garçons, des petits, des grands, pour aussi voir d'autres éléments, des différentes possibilités. On n'a pas beaucoup de questions, voilà, c'est que ça a été clair. Bon voilà, c'est vrai qu'on a insisté, ça je mets à certaines personnes beaucoup sur l'aspect pandémie, Covid, et c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, beaucoup en ont soupé, et c'est vrai qu'il faut avancer, et je pense que toutes les équipes éducatives, j'étais encore dans une école à Binge, sont de la volonté d'aller vers l'avant, bien entendu en faisant attention, tel qu'on le sait, mais le bon sens, et ça on en parlait déjà l'autre fois, le bon sens va primer par rapport à ce référent qui est le pédagogue, l'enseignant, l'équipe éducative, qui est finalement le référent de l'enfant. Et là, je pense qu'en faisant justement attention, sans faire trop attention, sans mettre des barrières tel qu'on a voulu le mettre, on va pouvoir aller très loin et se réinventer une école qui va être différente, mais qui va être aussi agréable. Alors, est-ce qu'on est obligé de poser une question? Ben non, on a une question de... On n'est pas obligé, pas du tout, mais c'était de manière à vous laisser la parole aussi, en tout cas de mettre en avant s'il y avait des questions sur les aménagements, stimulation. Donc tous les slides seront disponibles directement et vous recevrez des informations complémentaires. Voilà, ce sont des pistes. On va aller un peu plus loin dans le document que vous allez recevoir, si pas demain, lundi, de manière à vous aider par la suite. Il y a un nouvel ouvrage donc, de Bruno Mbé qui a été mis, qui est sorti hier, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Oui. Il y a une partie sur les cours de récréation, sur d'autres éléments, sur la carte blanche que on vient de vous laisser et qu'on aurait pu encore laisser longtemps, mais on sait qu'on est proche de la rentrée, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à mettre en place, des classes à nettoyer, à mettre en place, toutes les bonnes idées qu'on a vues pendant les vacances. Je pense que c'est le moment, c'est l'instant. Mardi, les petites têtes blondes vont revenir dans les classes. Bon, je pense qu'on se réjouit tous de les revoir et que rapidement, tout le monde va pouvoir s'adapter et que cette rentrée des classes particulières deviendra finalement quelque chose dont on se rappellera par la suite. Bruno Mbek, je vous laisse peut-être le mot de la fin. Alors, je pense effectivement qu'il ne faut pas se focaliser sur la pandémie. Hein. J'entends effectivement qu'on doit tenir compte de ce qui s'est passé, mais surtout se dire que ça ne doit rien détruire dans les écoles et ça doit cultiver, parce que j'ai vu, moi, ce que je vois de plus en plus, c'est-à-dire de l'enthousiasme, parce que c'est vraiment important de se donner les moyens de mettre en place à l'école les conditions de vie de la société qu'on souhaite pour demain. C'est vraiment là que ça va se réaliser. Vous savez, moi, quand je vois des enfants dans des territoires dans lesquels ils se sentent bien et dans lesquels ils échangent, par exemple, dans les bancs conviviaux, les bancs autour d'un arbre, par exemple, mettre de la verdure dans les cours de récréation, faire en sorte que les écoles ne soient plus des écoles
casernes, hein, ça, Houry, Vasquez ou Freinet ont lutté contre ces écoles casernes. Et eux, notamment Freinet, pour lutter contre l'école, il a dit il faut sortir des murs, il allait promener, il faisait des balades avec les enfants, c'était très bien d'ailleurs, mais je pense il est vraiment temps de penser au bâti scolaire. Et en tenant compte du fait, et ça je crois que ce que Xavier vient de dire est terriblement important, c'est-à-dire qu'on peut s'adapter aux moyens de chacun. Il n'y a pas une école qui doit dire, mais nous, on n'a pas les moyens, on avait de très très belles cours de récréation, ouais, mais ça c'est beau. Non, tout ça, ça doit être accompagné et on se donne les moyens ensemble pour que ça fonctionne, parce qu'une école dans laquelle les bâtiments sont attractifs, c'est une école dans laquelle les enfants ont envie d'aller et dans laquelle les adultes ont envie de travailler. Je pouvais vous raconter des merveilleuses histoires. Je ne sais pas s'ils sont là, par exemple, mais une toute petite école, je terminais par ça peut-être, une toute petite école dans la région de Roucourt, où j'avais vu des enseignants complètement sinistrés. C'était une école géniale, mais une école effectivement qui était en perte de vitesse au niveau du nombre d'élèves, une école dont je vous ai parlé multi-âge. Eh bien, tout ça s'est mis en place cette année à un point tel que moi, je fais juste des petits commentaires. C'est moi, mon rôle, c'est juste de parler, de décrire les choses, etc. On m'envoie les photos de ces classes, je fais des petits commentaires dessus. Cette école est devenue l'illustration de ce qu'on doit faire, selon moi, en pédagogie. Ce sont des classes absolument parfaites. Alors, ce qui est absolument extraordinaire à voir, c'est que je vois des enseignants qui sont heureux de reprendre leurs cours dans ces classes-là. Et je vous assure qu'on n'a rien inventé nous-mêmes. On n'a pas réinventer l'école, c'est pas le rôle des pédagogues, c'est le rôle des enseignants, chacun dans la classe. Le rôle des pédagogues, c'est de mettre ça en lumière. Et le rôle de toutes les personnes qui travaillent dans ce qui est le résultat finalement d'une communauté éducative, hein, des personnes qui fabriquent ces objets, qui sont les objets qui vont aménager les cours, qui vont aménager les écoles, mais qui sont à l'écoute de ce que disent les pédagogues, parce que les pédagogues sont à l'écoute de ce que font les enseignants. Là, on a quelque chose qui est à la fois construit et qui se donne les moyens de se réaliser. Donc surtout, en termes de ce webinaire, la seule chose que je ne voudrais pas, c'est l'impression qu'auraient des personnes qu'on aurait fait de la pédagogie, c'est-à-dire qu'on aurait brassé des idées et qu'on n'aurait pas un souci concret. Il y a un souci concret, quels que soient vos moyens. Donc prenez contact après pour qu'on puisse voir comment on peut travailler. La pire des choses qu'on pourrait avoir ensemble, c'est me dire, mais c'est bien ce qu'il a dit, hein, c'est chouette, c'est vrai que c'est chouette, et puis on ne bouge pas. Si réellement ça donne envie de bouger, donnez-vous les moyens de bouger. Le rôle des pédagogues, comme le rôle des structures comme IDEMA, c'est aussi de vous accompagner en fonction de votre budget. Hein. Pas de vous imposer un budget, c'est vraiment pas le but, mais d'accompagner chacun en fonction de l'histoire de son projet. Vous savez, moi j'ai participé à la mise en place de projets dans un nombre énorme d'écoles. Chaque projet était une histoire particulière. Et aucun n'était exactement le même. Ça pouvait s'appuyer sur le même principe, mais aucune histoire n'était exactement la même que l'autre. Voilà. Dernier petit sondage pour terminer. Donc, quel est votre avis par rapport à ce webinaire? Donc, on a déjà différentes personnes qui ont répondu. On avait une question sur justement, est-ce qu'on peut proposer donc des idées sur place et à devis? Donc, bien entendu, ça, il n'y a pas de souci. Il y en a donc d'autres questions plus techniques où ma collègue donc a pu répondre sur des normes européennes concernant les jeux et autres. Vous voyez qu'on peut vous aider dans cette mise en place. Je tenais donc à vous remercier, donc d'abord remercier Bruno Mbeck pour son intervention, toujours très intéressant de pouvoir communiquer avec vous, c'est très chouette, on vous a pas mal entendu ces derniers temps, mais sur l'aspect cours de récréation, c'est vraiment chaque fois un sujet très pertinent, intéressant, vu qu'on passe beaucoup de temps dedans et que, comme vous l'avez dit en tant qu'enfant, on retient souvent des éléments là-bas. Merci aussi à tous les participants d'aujourd'hui. Donc, vous aurez prochainement donc le suivi. Le replay, si disponible, vous avez loupé des éléments, vous avez dû partir plus tôt, il sera disponible. Vous voulez le partager à l'équipe éducative, disponible donc aussi. Et si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. En tout cas, on vous souhaite une bonne rentrée à toutes et tous, que vous puissiez profiter de revoir tous vos élèves et on espère que vous avez apprécié ce webinaire. Un tout grand merci. Au revoir. Au revoir.